Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Idealco pour cette nouvelle et dernière webconférence organisée avec France Mobilité. Aujourd'hui, nous recevons la Banque des Territoires, la région Île-de-France et Aide Territoire pour parler financement du vélo et des aménagements cyclables. Avant de leur laisser la parole pour rentrer plus en détail dans le sujet du financement, je rappelle aux participants qu'ils peuvent interagir avec nos intervenants via le module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran si vous êtes sur Zoom. Et si vous êtes sur Vimeo, vous l'avez sur la gauche. Profitez d'avoir tous nos intervenants en direct pour poser les questions que vous pouvez avoir. On les relaiera à la fin du webinaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager aussi vos idées, vos retours d'expérience. Et pensez à nos intervenants qui sont en train de parler seuls face à un ordinateur. Donc, c'est le bienvenu d'avoir commentaires et questions. Sans plus attendre, je laisse la parole à M. Kurtz. Merci beaucoup, Amandine. Bonjour à tous, ravi de votre présence aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on va vous parler aujourd'hui de financement du vélo et des aménagements cyclables. Rapidement, avant de commencer, je m'appelle Jonathan Kurtz et je suis chargé de déploiement de la plateforme Aide Territoire et France Mobilité. Je suis accompagné de Élise Marion, qui est la fondatrice également d'Aide Territoire. Je tenais aussi à remercier Amandine pour le montage de la visio et je remercie également tous nos intervenants qui nous font le plaisir d'être ici aujourd'hui. Du côté de la Banque des Territoires, on aura Hélène Derrien qui fait partie de l'équipe ingénierie études amont, France Jumin qui fait partie de la direction des prêts, Brice Lenné de la direction des investissements. Et du côté de la région Île-de-France, on a le plaisir d'accueillir Émile Brunkel, qui est en charge du plan vélo régional. Rapidement, quel est l'ordre du jour aujourd'hui? Quels sont les objectifs de la formation? Je vais laisser Hélène de la Banque des Territoires introduire un petit peu les enjeux sur le développement du vélo et des infrastructures. Ensuite, on a donc Élise qui vous présentera le service à territoire et je continuerai par vous présenter le partenariat qu'il y a entre France Mobilité et Aide Territoire qui a abouti sur la création de la cartographie des dispositifs de financement de projets de la mobilité. Et en fait, c'est un outil qui facilite la recherche d'aide auprès de nos bénéficiaires que sont les collectivités et les entreprises. Je vous montrerai aussi rapidement comment trouver des aides pour financer vos flottes de vélos et créer des aménagements cyclables. Et enfin, j'ajouterai quelques mots sur la manière dont notre plateforme est alimentée. Nous souhaitons donc aussi aujourd'hui vous faire appréhender les différents dispositifs et on a le plaisir d'accueillir la Banque des Territoires et la région Île-de-France pour vous en parler. On finira enfin par un petit point de questions-réponses. Une dernière chose, comme Amandine l'a précisé, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On sera un plaisir d'y répondre à la fin. Et donc, sans plus attendre, rentrons dans le cœur du sujet. Je laisse la parole du coup à Hélène de la Banque des Territoires qui va introduire quelques mots sur les enjeux du développement du vélo et des infrastructures. Oui, bonjour. Donc, c'est à moi que revient la tâche de faire ce bref point sur les enjeux. Alors, les mobilités actives dont fait partie le vélo, pourquoi c'est pertinent et pourquoi c'est important de les encourager et de développer les infrastructures afférentes. Alors, d'abord parce que le vélo est efficace. En tout cas, c'est ce qui ressort d'études menées par les pouvoirs publics comme par des partenaires comme la FUB. Le vélo est en effet efficace sur des distances qui sont inférieures à 5 km et qui représentent un trajet, on va dire, de 20 à 30 minutes. Et il se trouve que ces déplacements représentent précisément près de la moitié de nos déplacements en ville, mais également dans le périurbain. Le vélo peut également être pertinent en milieu rural et on y reviendra. C'est important aussi de penser à ces enjeux du développement cyclable dans un contexte où, bien sûr, les enjeux du développement durable sont de plus en plus prégnants. Encore une fois, en ville, avec la congestion automobile qui affecte la qualité de l'air et induit des pertes de temps pour les particuliers comme pour les entreprises. C'est aussi important parce que cela reboucle sur une préoccupation économique des ménages, notamment des ménages les plus fragiles. Donc, je pense ici au coût des carburants.
C'est aussi important parce que sous sa forme classique ou sous sa forme électrique, le vélo donne ou redonne de l'autonomie à certains publics. On peut penser aux jeunes. Et de façon peut-être plus pragmatique et immédiate, il y a des aspects réglementaires qui s'imposent aux collectivités. Mais en effet, la loi d'orientation des mobilités, à l'article qui deviendra l'article L228-3 du Code de l'environnement, qui est devenu, pardon, nous prescrit que lors de travaux d'aménagement conséquents, il est obligatoire de au moins examiner l'intérêt de créer un itinéraire cyclable. Voilà, c'est une possibilité qui doit faire l'objet d'un examen approfondi, même si ça ne débouche pas forcément sur une mise en œuvre. Et de façon encore plus immédiate, le vélo est un volet du plan de relance. Il y a donc des financements dédiés. Voilà, qu'il est important de connaître pour mener à bien ces politiques. Et on va laisser donc la parole à Élise Marion. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Jonathan l'a présenté, moi je travaille au ministère de la Cohésion des Territoires, au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et je suis la fondatrice d'Aide Territoire, donc un service numérique qui a été lancé en 2018, donc voilà, bientôt 3 ans. Aide Territoire, c'est une start-up d'État, donc c'est-à-dire vraiment un service public qui est gratuit et qui est doté d'une équipe dédiée, autonome, et qui a développé une solution à un problème de politique publique, avec vraiment cette approche centrée utilisateur. Moi, j'ai lancé Aide Territoire tout simplement parce que il y a 3 ans, j'étais vraiment dans l'opérationnel. Je suis ingénieure urbaniste et je travaillais sur les aménagements durables. Et régulièrement, on avait des collectivités qui nous demandaient ah oui, moi je veux faire un écoquartier, je veux faire un aménagement durable, mais comment je peux financer cet aménagement durable? Faire des pistes cyclables, ça coûte cher. Faire des aménagements durables, ça coûte cher. Il n'y a pas d'aide. Comment je fais pour trouver des aides? Et donc, c'est vraiment partant de ce constat de la difficulté à trouver des aides pour un projet que j'ai monté Aide Territoire, donc accompagné du réseau beta.gouv, qui est le réseau de start-up d'État de la direction du numérique. Et donc, voilà, Aide Territoire, on est aujourd'hui une petite équipe, un peu plus d'une dizaine, à travailler sur le produit avec à la fois des chargés de déploiement comme Jonathan, qui vont m'appuyer pour aller chercher de nouveaux porteurs d'aide, pour faire connaître les services, et des développeurs qui vont être là pour améliorer les fonctionnalités de la plateforme en fonction des retours de nos utilisateurs. On travaille vraiment avec les utilisateurs pour savoir ce qui est pratique pour eux sur cette plateforme, ce qu'ils voudraient bien, ce qui au contraire pourrait être amélioré. Et donc aujourd'hui, Aide Territoire, c'est cette plateforme qui centralise et qui organise toutes les aides destinées aux structures locales, donc que ce soit des collectivités, des associations, des établissements publics ou des entreprises. Même si au départ, on était vraiment plus focalisé sur les collectivités, on a petit à petit élargi notre spectre d'action. Et ce qui est intéressant sur Aide Territoire, c'est qu'on va regrouper aussi bien les dispositifs financiers que les dispositifs en ingénierie. Parce que pour accompagner des collectivités, des fois on a besoin d'argent, mais des fois une petite collectivité, elle a aussi besoin d'avoir un petit peu d'ingénierie disponible, de temps d'un expert disponible pour l'aider à trouver les meilleures pistes. Donc aujourd'hui sur Aide Territoire, on a mis en place un certain nombre de partenariats avec ce qu'on appelle des porteurs d'aide. Donc voilà, ces porteurs d'aide font partie des ministères, font partie des services d'État déconcentrés, des conseils régionaux et départementaux, des opérateurs nationaux, mais aussi on regroupe un certain nombre de porteurs locaux qui vont vraiment être spécifiques à un territoire. Donc parmi nos partenaires porteurs, bien entendu, on a la Banque des Territoires, on a aussi des structures comme l'ADEME, on a des agences, l'Agence nationale du sport, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et d'autres structures qui peuvent peut-être surprendre certains, comme la Fédération française de foot, l'AFD pour les Outre-mer, etc. On travaille également beaucoup sur les aides européennes. On a nos objectifs pour 2021, c'est d'intégrer un maximum d'aides européennes sur la plateforme pour aider les acteurs de terrain à s'y retrouver un peu dans ce maquis, parce qu'on sait que c'est très compliqué.
Et on a également, en 2020, intégré toutes les aides du plan de relance. Là, on travaille avec les régions pour avoir une territorialisation des offres à la relance. Donc, une page accessible dans chaque région avec les aides à la relance dans la région Île-de-France, dans la région Bretagne, etc. Voilà, l'idée, c'est qu'on puisse pourvoir tous les territoires de cette page spécifique pour les aider à identifier les dispositifs en faveur de la relance. Aujourd'hui, donc voilà, grâce à cette stratégie de déploiement, on compte 400 contributeurs sur la plateforme, des contributeurs qui vont recenser des offres d'aide. Donc voilà, parmi lesquels les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. L'Office français de la biodiversité en fait partie. Ce qui est intéressant, c'est que pour financer des aménagements cyclables, des fois, il faut aller creuser un peu ailleurs que côté mobilité. On va trouver des dispositifs voilà, dans certains conseils régionaux ou conseils départementaux sous un cycle un petit peu différent. On ne sera pas directement sur du transport, par exemple, mais ça pourra être des dispositifs complémentaires d'aménagement durable. Et donc ça, le parcours de recherche sur le territoire permet d'identifier ces aides complémentaires. Aujourd'hui, on a même plus de 1600 aides qui sont référencées et réparties en 81 thématiques pour faciliter la recherche et des retours très positifs sur la plateforme parce qu'on va vraiment faciliter la veille pour les porteurs de projets. On va faciliter la veille surtout dans des petites communes qui n'ont pas forcément les moyens financiers et en temps de faire de la veille sur les aides. Et on les aide à découvrir aussi des aides et des dispositifs. Donc ça, c'est très positif. Et depuis 1 an, voilà, je vais laisser la parole à Jonathan, mais on a mis en place un partenariat avec France Mobilité pour accélérer le référencement de toutes les aides en matière de mobilité. Et donc, je laisse Jonathan vous présenter le travail qui a été réalisé à cette occasion. Merci beaucoup. Ouais, c'est tout à fait ça. Depuis janvier 2020, en fait, France Mobilité s'est associée à la démarche et du coup participe aussi aujourd'hui au financement du service. Si France Mobilité, en fait, l'idée, c'est donc ils souhaitent mettre en œuvre des outils pour valoriser les financements en soutien à l'innovation et au développement des projets de mobilité du quotidien. Et donc, avec ce partenariat, en fait, il s'agit voilà, de donner aux acteurs de la mobilité, que ce soit les entreprises, les centres techniques, les collectivités, de la visibilité sur les aides publiques qui sont disponibles pour réaliser leurs projets innovants et leur permettre de faire aussi la promotion de dispositifs qui sont parfois sous-valorisés. Et donc, c'est pour ça que France Mobilité, en fait, s'est appuyée sur l'expertise d'Aide Territoire pour co-construire une page qui est dédiée au projet de la mobilité. Cette page, elle est disponible, que je vais vous montrer tout de suite, depuis juillet 2020. Et donc, les acteurs locaux bénéficient enfin d'un espace unique qui est gratuit, sur lequel sont référencées de manière plutôt intuitive et dynamique les aides qui sont disponibles. Aujourd'hui, on a 240 aides financières qui sont disponibles sur la cartographie et au total, on a plus de 500 dispositifs dans le champ de la mobilité qui sont sur le site Aide Territoire quand on compte en fait les aides en ingénierie et les aides financières. Voilà pour le mot d'intro. Peut-être c'est plus intéressant, je vais maintenant vous présenter la cartographie. Je vais vous faire une petite démo très rapide pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment identifier les dispositifs sur l'outil. Donc là, normalement, si tout va bien, je suis sur la page cartographie des dispositifs de financement. Vous pouvez voir en fait que la présentation ressemble beaucoup à Territoire. L'idée, c'est de faire une page sur le modèle des territoires avec quand même on connaît un peu les couleurs de France Mobilité. Ici, donc, vous avez un bref descriptif avec notamment les catégories sous-thématiques de la mobilité qui sont présentées et explicitées ici. Donc, si vous avez un doute sur qu'est-ce qui va, par exemple, dans mobilité partagée, qu'est-ce qu'on entend par connaissance de la mobilité, il suffit de cliquer dessus et on arrive sur un lien descriptif. J'ai envie de vous montrer maintenant ici le cartouche, ce qu'on appelle le cartouche de recherche, dans lequel il y a 3 différents critères aujourd'hui. Typiquement, prenons l'exemple, je suis la commune de Strasbourg. Donc, je vais mettre ici, je suis une commune et je recherche, par exemple, dans la catégorie, si je veux chercher comme ça, thématique, dans la catégorie, par exemple, aménagement de l'espace public. Ici, je mets filtrer les résultats. Ça charge. 40 résultats.
Et donc, dans ces 40 résultats, vous allez pouvoir trouver, par exemple, ici, accompagner la structuration et la mise en tourisme des véloroutes et voies vertes. Vous allez pouvoir trouver pas mal de dispositifs, notamment le MobiPré aussi, que la Banque des Territoires vous partagera tout à l'heure. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche, vous pouvez appuyer sur plus de critères ici. Et sur plus de critères, en fait, vous allez ici pouvoir soit renseigner un mot-clé qui va revenir dans une fiche, ou également plus d'informations sur notamment pour quelle structure vous recherchez type d'aide, la nature de l'aide, si par exemple vous souhaitez candidater à un projet pour de la conception, si c'est de l'appel à projet. Voilà, je vous laisserai regarder ça. En tout cas, l'idée ici, par exemple, si je mets le mot-clé, par exemple, vélo, ici, je mets valider, trouver des aides. Je vais en fait avoir, par exemple, 5 résultats. Donc, pour Strasbourg, sur le vélo, avec le mot-clé vélo, j'ai 5 résultats qui sont présentés ici. Et vous pouvez même aller un peu plus loin. Donc, soit vous pouvez réinitialiser la recherche et refaire une recherche en partant de zéro, ou soit vous pouvez aller plus loin et créer une alerte. C'est-à-dire que là, moi, j'ai renseigné que j'étais Strasbourg, une commune, que je cherchais dans cette thématique-là avec le mot-clé vélo. Ici, je peux créer une alerte et en fait, mon alerte va répondre à tout ce que je viens de renseigner comme critère. Et de manière à ce qu'une fois que je crée une alerte, je reçoive, en fait, dès qu'il y a une nouvelle lettre qui est publiée qui répond à ces critères, que je reçoive un email automatique pour être en quelque sorte le premier à pouvoir déposer ma candidature. Voilà, et peut-être quand même, je vais vous montrer à quoi ressemble rapidement une aide. Vous avez ici donc une petite rubrique qui, par exemple, là, je suis sur un programme, donc Alvéole, c'est sur les C2E, donc vous avez le nom du financeur, du porteur, et également ici une petite description avec les bénéficiaires, les critères d'éligibilité, et à chaque fois, quand vous appuyez ici sur voir les contacts et descriptifs complets, vous êtes renvoyé sur la page pour candidater à votre appel à projet ou au programme C2E. Voilà pour ça. Je vais repasser ici pour la démo. Pour la démo, c'est bon. Je vais repasser en grand écran et je vais passer à la slide suivante qui reprend en fait ce que je viens de vous dire. Je voulais vous montrer comment chercher des aides. J'espère vous l'avoir montré correctement. Et l'idée, c'est vraiment, et c'est pour ça que je l'ai remis sur cette slide, vous pouvez vraiment réaliser une veille territorialisée et thématique des aides financières et vous pouvez paramétrer des alertes. Je vous ai remis ici aussi le lien également vers la cartographie sur laquelle vous pourrez trouver tout ce qui touche, par exemple, à des aides en matière d'infrastructures cyclables ou de vélo. Et je passe sans plus attendre à la slide suivante. J'en ai pour 2 minutes en quart. J'aimerais juste vous parler rapidement du parcours de contribution pour comprendre un peu comment on alimente notre plateforme. L'information qu'il y a sur les dispositifs, elle est régulièrement mise à jour sur Aide Territoire grâce, comme le disait Elise, à notre communauté de porteurs d'aide et de contributeurs qu'on cherche constamment à faire grandir pour être le plus exhaustif possible et avoir le plus d'aides possible des aides qu'on peut adresser aux acteurs locaux. Du coup, ces porteurs, ils voient l'intérêt de contribuer non seulement pour favoriser à la fois la transparence des aides auprès de leurs bénéficiaires, mais aussi pour rendre plus visible leur dispositif. Aujourd'hui, on a 2 méthodes pour alimenter la plateforme. Soit le premier cas, le porteur dispose d'un gros volume d'aide. Du coup, l'idée, et avec une base de données un peu structurée, déjà un peu avec des données centralisées, l'idée, donc, dans ce cas-là, c'est de mettre en place un flux automatique pour alimenter le territoire en temps réel et de manière automatique. Et l'autre possibilité, c'est la méthode qu'on utilise le plus et qui est une méthode en fait la plus accessible à tous, qui est le référencement manuel via notre formulaire qu'on a en ligne. Et en fait, il suffit facilement de se créer un compte pour accéder rapidement au formulaire, le remplir et commencer à devenir un contributeur et en fait ajouter les aides sur la plateforme. Je vous ai mis en annexe d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé pour comprendre un petit peu à quoi ressemble notre formulaire et comment en fait on se crée un compte pour devenir contributeur sur Aide Territoire. Voilà, de mon côté, c'est bon.
présentation et je vais donc laisser la parole à Hélène qui va introduire un petit peu tous les dispositifs de financement de la Banque des Territoires et voilà, c'est OK pour moi. Oui, me voilà. Oui, donc du côté Banque des Territoires, on va avoir 3 canaux d'intervention pour financer les infrastructures cyclables. Donc l'amont, l'ingénierie territoriale, le prêt et l'investissement. Du coup, je vais commencer par présenter donc, notre offre d'ingénierie et d'accompagnement. Et je laisserai ensuite la parole à mes collègues France Jumin et Brice Lenné. Alors, c'est parti pour l'ingénierie territoriale. Hop, je vais sur la slide suivante. Ah, je crois que je n'ai pas la main pour faire défiler les slides. Est-ce que ça te va si je défile moi-même? Oui, ça me paraît bon. Très bien. Du coup, une petite définition de l'ingénierie territoriale pour commencer, juste pour vous rappeler qu'on se situe donc en amont du projet pour définir les conditions de l'émergence d'un bon projet pour votre territoire. Donc, avant d'avoir des pistes cyclables et tout un écosystème de services pour le vélo, il faudra penser à évaluer les tracés possibles, par exemple, ce qui est pertinent, tant pour les mobilités du quotidien que pour une mise en valeur touristique. Donc, l'offre d'ingénierie territoriale, elle est là pour cela. Elle est portée donc par le service de l'ingénierie territoriale qui se situe au siège, mais qui intervient en appui de nos directions régionales. Donc, ça, c'est assez important parce que votre contact, ce sera votre interlocuteur de proximité, Banque des Territoires en région. Alors, notre accompagnement, il consiste à clarifier le besoin de la collectivité sur un sujet. Sujet dont la collectivité peut peiner à se saisir par manque de ressources internes. Et ça va permettre de mobiliser justement une expertise spécialisée dont la collectivité ne dispose pas. Alors, à qui s'adresse le service? Essentiellement aux intercommunalités rurales et périurbaines et aux petites centralités. Donc, on va dire que petites centralités, c'est jusqu'à 20 000 habitants qui sont peu dotés en ingénierie. On s'adresse aussi aux territoires en mutation, par exemple un territoire qui a eu un choc de délocalisation ou un territoire où il y a un gros équipement qui est amené à fermer. Voilà, on va décider qu'il est prioritaire pour examiner ces projets futurs. Et enfin, on s'adresse à ce qu'on appelle des territoires d'expérimentation dans la mesure où ils incubent des dispositifs innovants. Du coup, slide 15. Alors, l'ingénierie territoriale, quelles sont nos modalités d'intervention? Tout simplement, comment ça fonctionne? On intervient en cofinancement de missions d'expertise. Voilà, donc là, ça va être le cas où la collectivité a déjà rédigé, a une idée assez précise de l'étude qu'elle souhaite mener et a déjà rédigé son cahier des charges. Donc là, on va financer une partie de la mission dont on aura au préalable vérifié l'éligibilité, bien sûr. On peut avoir dans certains cas une prise en charge à 100%. Alors là, dans ce cas-là, on va être sur on va avoir un prestataire qui est déterminé dans le cadre, on dispose d'accords cadres en fait qui sont préexistants. Donc, on vous attribue un bureau d'études et il y a une durée de la mission qui est déterminée par le service de l'ingénierie territoriale. Voilà. On estime que pour tel type de mission, vous aurez besoin d'un accompagnement sur tant de jours. Alors, vous allez me dire plus précisément concernant la mobilité et le cyclable, que peut-on vous apporter? Alors, ce qu'on appelle une aide méthodologique sur l'élaboration de nouvelles stratégies de mobilité. Là, on va être plutôt dans ce qu'on appelle la conception de schéma, mais ça peut être aussi de l'appui au montage de projets ou de services si vous voulez développer une flotte de vélos à assistance électrique, par exemple, ou voilà, ça peut être des projets assez originaux, qu'au siège, on n'a peut-être encore jamais vu, mais voilà, qu'on va recueillir et examiner. Et ça peut être aussi plus ponctuellement un appui juridique. Alors, slide 16, pour un peu plus de concret. Ouais, je vais essayer de vous citer 3 études qu'on accompagne, soit en cofinancement ou soit en direct, on va dire à 100%. Alors, je pense à une communauté de communes littorale dans le sud-est qui est mi-périurbaine, mi-rurale, on va dire en périphérie d'une ville moyenne, mais qui a une zone rurale non négligeable. Donc là, on va mener une étude stratégique pour voir comment penser la mobilité active en tant que support de leur stratégie touristique, en tant que vraiment élément de leur identité
comme territoire touristique. Donc, l'étude s'attache à identifier les points d'intérêt qui font l'identité de ce territoire et aussi, bien sûr, à identifier les tracés qui vont être pertinents pour cette offre cyclotouristique. Je pense aussi à une communauté de communes de moyenne montagne qui est là vraiment rurale. De moyenne montagne, même on peut préciser avec une plaine et un plateau, un peu d'altitude. Donc là, il s'agit de l'élaboration d'un schéma cyclable. Les questions auxquelles l'étude doit répondre, c'est comment connecter le vélo aux autres enjeux d'intermodalité, comment identifier les actions avec les meilleurs leviers, quel jalon temporel, quelle gouvernance pour ce projet et avec quel partenaire externe. Voilà, donc là, il y a un bureau d'études désigné qui va accompagner la collectivité pas à pas pour répondre à ces questions. Enfin, une communauté de communes périurbaine qui est animée par une petite centralité. Là, il s'agit, à travers les mobilités douces, d'apporter un levier supplémentaire pour consolider le rôle de pôle en fait, du centre-bourg. Voilà, ça va venir appuyer cette démarche de revitalisation pour affirmer cette petite centralité bien ancrée par rapport à la ville moyenne plus proche qui tend à capter des flux alors qu'il y a beaucoup de services en proximité dont les habitants pourraient profiter et profiter en y accédant à vélo. Alors, slide 17, qu'est-ce qui n'est pas éligible? Parce que bon, l'ingénierie amont, c'est peut-être pas toujours si évident à déterminer, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne couvre pas les études techniques, tout ce qui est ingénierie préopérationnelle. Plus on va être près de la phase de travaux, évidemment, et moins c'est de notre ressort. On ne finance pas non plus les études réglementaires. Quand vous avez un diagnostic obligatoire ou une étude d'impact environnemental, ce n'est pas non plus l'objet de notre accompagnement. Et enfin, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est également exclue. Alors, au service de l'ingénierie territoriale, on a une autre modalité d'intervention pour vous accompagner qu'on appelle territoire conseil. Alors, quelques mots sur territoire conseil pour situer dans le paysage. C'est un service d'intérêt général de la Caisse des dépôts qui est bien sûr intégré à la Banque des territoires. Sa mission, c'est d'informer les élus, donc de faire du décryptage de textes législatifs et réglementaires. C'est aussi de repérer et de valoriser des expériences originales qui sont menées partout sur le territoire national pour les porter à connaissance d'autres collectivités qui sont dans la même situation. Et c'est aussi d'accompagner sur le plan méthodologique les collectivités dans l'élaboration de leur politique. Alors, pour qui l'offre de territoire conseil, et notamment sur la mobilité, s'adresse donc aux intercommunalités rurales et périurbaines. On pense ici principalement aux communautés de communes, aux territoires de projet. On peut aussi travailler avec un PETR, un parc naturel régional, un groupement d'action locale, un pays. On peut éventuellement regarder un projet pour une commune jusqu'à 20 000 habitants. Voilà. Je dis éventuellement parce que la mobilité, les projets cyclables se traitent plutôt au niveau intercommunal. Alors, l'accompagnement de territoire conseil, ça prend la forme d'un appui méthodologique sur le terrain, donc individualisé. L'objectif, c'est pour la collectivité, en fait, d'être en capacité de faire les bons choix par rapport à la situation propre de son territoire. C'est de faire quelque chose de sur mesure et pas forcément de décalquer un dispositif qu'on a repéré. Voilà. Le principe, c'est que c'est un parcours de réflexion structuré qui a une dimension participative assez affirmée dans la mesure où on va aller enquêter l'expérience des habitants et on va chercher aussi à s'ouvrir à la société civile dans la phase de conception des solutions. En fait, on pense qu'à l'interface de cette enquête qualitative au contact des habitants, vont commencer à émerger des pistes de solutions qu'on pourra ensuite creuser. Donc, cette démarche, elle a 3 grandes phases que je ne vais pas détailler très précisément ici, mais voilà, on a une phase qui est le regard, comprendre la situation présente du territoire. La deuxième phase, l'horizon, imaginer une situation meilleure. Et le troisième temps, comment s'organiser, le chemin, comment construire des actions pour aller vers cette situation meilleure. On peut passer à la slide suivante. Donc, cet accompagnement méthodologique, il comprend des journées in situ. On vient en fait sur le territoire de la collectivité animer ces temps de réflexion. On fournit pour cela les outils de réalisation des diagnostics. On vous apporte des éléments de pédagogie qu'on a tirés d'enseignements sur d'autres démarches, d'autres territoires, d'autres exemples. Alors, quels sont les engagements ou les coûts pour la collectivité?
L'engagement, c'est de suivre la démarche dans la durée. Il va y avoir un certain nombre de temps collectifs et pour que ce soit porteur, il faut que les participants s'engagent sur on va dire, un temps qui va de 6 à 12 mois. Et c'est le temps administratif, voilà, de convocation aux réunions, de rédaction de compte rendu, de coordination qui incombe à la collectivité. Donc, slide suivante. Alors, territoire conseil, c'est aussi des webconférences et des réunions téléphoniques. Donc, c'est classiquement 2 heures pour faire le point sur les enjeux, les potentiels d'impact d'une politique de mobilité. Et en 2021, on aura aussi des séances un peu plus thématiques consacrées à des dispositifs précis de mobilité. Et je pense qu'à l'automne 2021, on aura d'ailleurs une session sur le vélo. Des ressources documentaires pour approfondir, un fascicule méthodologique qui fait point sur la prise de compétences et sur comment monter une politique de mobilité, et une base d'expérience avec des exemples de projets qui ont été réalisés et réussis sur l'ensemble du territoire. Alors là, je vois que dans les liens, je ne vous en ai pas mis spécifiquement sur le vélo, mais voilà, la plateforme Banque des Territoires a un moteur de recherche. Si vous tapez vélo, les bonnes expériences vont ressortir. Alors, on a ensuite, là, comment dire, c'est plus un focus sur 2 portes d'entrée par ce qu'on appelle les programmes nationaux, parce que parmi les collectivités connectées avec nous aujourd'hui, il y en a peut-être qui sont dans le programme Action Cœur de Ville, et il y en a sûrement qui seront retenus dans le programme Petite Ville de demain. Donc, ce petit focus vise à vous dire, si vous pensez vélo, pensez aussi à cette porte d'entrée, en fait. Donc, Action Cœur de Ville, pour revenir rapidement, c'est pour les communes qui sont et intercommunalités qui sont donc éligibles au programme, mais aussi leurs opérateurs, entreprises publiques locales, offices de tourisme. Ça peut avoir un intérêt sur le cyclable. Les modalités d'intervention sont proches de celles que j'ai décrites pour le service de l'ingénierie territoriale. On a des cofinancements et dans certains cas, on a des prises en charge à 100%, mais avec des prestataires identifiés et sur une durée prédéterminée. Voilà, et donc plus précisément sur le cyclable, le service Action Cœur de Ville accompagne de la réorganisation, de la maîtrise de flux de mobilité, des études qui visent à favoriser l'évolution des usages ou à réorganiser l'intermodalité. Et on va aussi retrouver l'appui au développement de services de mobilité plus adaptés. Donc là, je pense aux flottes de vélos. Slide suivante, s'il te plaît, Jonathan. Voilà, sur Petite Ville de demain, là, c'est un programme qui est en cours de développement. Donc, toujours le même principe. Là, ça s'adresse aux communes éligibles. Il y aura aussi donc, un système de cofinancement qui sera là piloté par un guichet local, qui sera le programme à une mise en œuvre vraiment territoriale fine. Il y aura des partenariats locaux, Banque des Territoires, région et Banque des Territoires, département. Et concernant la mobilité, alors on n'est pas sur une entrée thématique, donc vous n'avez pas d'item cyclable dans le programme Petite Ville de demain, puisque c'est un programme dont l'enjeu, l'objet est la redynamisation des centralités. Mais si vous avez une étude qui comporte du cyclable et qui vise en premier lieu la redynamisation de votre centre-bourg, voilà, n'hésitez pas à la soumettre. Et à partir de quand? Alors, lorsque le programme Petite Ville de demain, les communes éligibles auront mis en place leur comité local et qu'elles auront signé leur convention d'adhésion avec l'État, voilà, le programme démarrera assez rapidement en 2021. Tout ça va être opérationnel. Je passe la parole à mon collègue Franz Jumin pour les prêts. Bonjour à tous. Moi, je travaille donc à la direction des prêts au secteur dédié au secteur public local, en fait, puisqu'il y a une autre branche qui s'occupe du logement social à la direction des prêts. Avant de parler plus spécifiquement de notre intervention sur les aménagements cyclables, un petit historique donc, sur notre intervention en matière de prêts. Notre intervention en matière de prêt est liée en fait au fait que la Caisse des dépôts est un gros centralisateur de livret A. Et cette ressource livret A, en fait, elle est utilisée notamment en dehors d'une partie qui est placée sur les marchés financiers afin de rémunérer le livret A et
de permettre les retraits massifs qui peuvent arriver de la part des particuliers. Une large partie de cette ressource en fait, est utilisée pour le logement social. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a une petite partie en fait, qui est utilisée pour financer les projets de long terme des collectivités et plus largement du secteur public local. Donc, je travaille dans le service qui est dédié à cette dernière partie. Et à ce titre, donc, ces prêts encadrés par la direction du Trésor servent à financer tout type de projet. Donc, on a lancé ces dernières années un certain nombre de prêts. Donc, on a un prêt qui est, on va dire, généraliste, qui sert à financer tout type de projet. Et puis, on a des prêts dits thématiques, en fait, sur donc différents thèmes qui servent à accompagner les politiques gouvernementales. Et c'est donc à ce titre, en juillet 2019, qu'on a lancé un prêt dédié aux mobilités du quotidien qui s'appelle le MobiPrêt et qui donc permet de financer à des conditions plus avantageuses que notre prêt standard tout type de projet dédié aux mobilités du quotidien. Parmi lesquels tout ce qui concerne les infrastructures de transport, que ce soit des transports en commun en site propre, transport ferroviaire, les infrastructures de transport intermodal, également maritime ou fluvial, le matériel roulant dédié au transport collectif, et puis les pistes cyclables en font partie. Alors, on peut les financer de différentes manières, en fait. On peut les financer, soit on peut financer un projet de réalisation de pistes cyclables qui est autonome, on va dire. Mais on peut également financer un projet plus global d'aménagement de voirie urbaine qui va comporter l'aménagement d'une piste cyclable. Dans le cadre de la relance liée à la crise du Covid, le MobiPrêt a fait l'objet d'un certain nombre d'aménagements qui n'étaient pas en vigueur au départ et donc qui sont entrés en vigueur au mois d'octobre 2020. Et justement, auparavant, on pouvait financer tout type d'aménagement de voirie urbaine. Et donc depuis donc octobre, en fait, on a voulu donner une connotation plus T2E à ces projets. Et donc pour pouvoir bénéficier du MobiPrêt, dorénavant, les projets d'aménagement de voirie urbaine doivent forcément comporter avec eux plutôt une composante T2E. Et parmi les 4 composantes T2E qu'on a définies, figure donc l'aménagement d'une piste cyclable. Donc ça, c'est une manière d'inciter les collectivités, lorsqu'elles développent des projets de travaux d'aménagement urbain, en fait, de penser, comme le disait Hélène, c'est aussi une obligation aujourd'hui dans le cadre de la LOM, d'envisager de réaliser une piste cyclable. Alors, on peut également financer des aménagements dédiés au vélo dans le cadre d'un financement d'infrastructures plus larges autour des gares qui servent de relais, en fait, à d'autres types de transports. Donc, tout ce qui est plateforme intermodale avec composante vélo peuvent être financés également. J'en profite pour préciser que dans le cadre du MobiPrêt, on va financer les pistes cyclables. En revanche, on ne va pas financer les voies vertes. Alors, ce qui ne veut pas dire que la Banque des Territoires ne finance pas les voies vertes. Elle ne le financera pas dans le cadre du MobiPrêt, en lien avec ce que je disais au départ, que ce MobiPrêt est dédié aux mobilités du quotidien. En revanche, pour ce qui est des voies vertes, donc, qui sont aussi des voies qui incitent à la pratique du vélo, on peut les financer dans le cadre de 2 autres prêts. Alors, le prêt standard, qui est à des conditions, on va le voir après, moins favorables, mais également dans le cadre d'un nouveau prêt qui a été également lancé en octobre, qui s'appelle le prêt relance tourisme, en fait. Et donc, si les voies vertes s'inscrivent dans le cadre d'un projet qui va renforcer l'attractivité d'un territoire en matière touristique, en fait, on pourra les financer dans ce cadre-là. Et les conditions tarifaires du prêt relance tourisme sont identiques à une exception près à celle du MobiPrêt.
Donc, rapidement, un certain nombre d'emprunteurs sont éligibles au MobiPrêt, parmi lesquels, en premier lieu, figurent les collectivités territoriales et l'ensemble de leurs groupements. Et on a élargi à d'autres types d'emprunteurs qui doivent moins concerner l'auditoire. Mais on peut financer les grands ports maritimes et les ports autonomes. Alors ça ne concerne pas trop le vélo. Mais par exemple, on a pensé aussi, pourquoi pas, des aménagements dans les universités ou dans les hôpitaux qui permettraient aux personnes de se rendre dans ces lieux à vélo. Donc, on pourrait éventuellement financer ces emprunteurs-là. Et puis, on peut financer toutes les sociétés publiques locales également. En ce qui concerne le privé, en revanche, il faut que ça s'inscrive dans le cadre d'un marché de partenariat ou d'une délégation de service public pour qu'on puisse intervenir, puisque nos prêts sont avant tout dédiés au secteur public local, comme j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut aussi financer ces emprunteurs dans le cadre de subventions qu'elles apporteraient à un projet vélo. On peut financer la subvention si elle est importante et que la collectivité souhaite étaler son remboursement dans le temps. On peut donc intervenir au niveau de la subvention et non pas du projet en lui-même. Sans rentrer trop dans le détail, mais sur les caractéristiques financières du MobiPrêt, jusqu'à octobre, donc avant le plan de relance, on ne pouvait financer que 100% du besoin d'emprunt. Donc le besoin d'emprunt, c'est le montant du projet minoré des fonds propres apportés par l'emprunteur et des éventuelles subventions. Donc on ne pouvait financer 100% de ce besoin d'emprunt que si ce besoin d'emprunt était inférieur à 1 million d'euros. Et ce qui est intéressant dorénavant, c'est qu'on peut financer 100% du besoin d'emprunt pour tout besoin d'emprunt jusqu'à 5 millions d'euros. Et en plus, et ça concerne directement le vélo, lorsque le projet s'inscrit complètement en faveur de la mobilité douce et décarbonée, il n'y a même plus cette barrière de 5 millions d'euros, puisque tout type de projet pourrait être financé à hauteur de 100% du besoin d'emprunt, tout type de projet vélo notamment. La durée du MobiPrêt, elle est de 25 à 50 ans, sachant qu'évidemment, le MobiPrêt ne sert pas qu'à financer des projets vélos, comme je l'ai dit, et la durée de 50 ans, elle est quand même réservée à des projets qui, à mon avis, ne concernent pas le vélo. Sur le vélo, on va plutôt être, à mon avis, sur des durées de 25, voire 30 ans. Au-delà, ça me paraît un petit peu compliqué par rapport à la durée de vie économique des infrastructures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mobiliser les fonds jusqu'à 5 ans. C'est-à-dire que si un projet nécessite du temps en matière de développement et de travaux, en fait, il est possible d'avoir une phase de mobilisation de ces fonds avant de passer à l'amortissement du prêt, donc il peut aller jusqu'à 5 ans. Le taux d'intérêt, donc c'est le taux du livret A. J'ai déjà parlé du fait qu'on utilisait cette ressource pour nos prêts, majoré de 0,60%. Et à cela s'ajoute une offre complémentaire, alors qui n'est pas permanente. Ce sont des enveloppes en fait que nous alloue la Banque européenne d'investissement. Aujourd'hui, on dispose d'une enveloppe de 500 millions d'euros dédiée à nos prêts. Alors, pas que le MobiPrêt, mais il en fait partie. Et donc, les projets vélos qui nous seraient soumis actuellement et jusqu'à extinction de cette enveloppe, sachant qu'il y en aura probablement une de même montant qui lui succédera, peuvent bénéficier d'un taux fixe et sur des durées plus courtes que celles du MobiPrêt sur livret A, puisque là, on va financer des projets sur 3 durées différentes, 15, 20 et 25 ans. Pour ces projets financés à taux fixe, en fait, la phase de mobilisation imposée par la Banque européenne d'investissement est plus courte. Elle est limitée à 1 an. Mais je dirais que pour un projet vélo, ça peut s'entendre. Et en ce qui concerne le taux d'intérêt, donc c'est un taux fixe qui est coté chaque début de mois et qui est valable uniquement pour le mois en cours, pour les contrats signés pendant le mois en cours. Les taux du mois de décembre, pour vous donner une idée, vont de 0,40% sur 15 ans à 0,63%
40% sur 25 ans. Pour terminer, je vais vous décrire quelques projets qu'on a pu financer dans le cadre du MobiPrêt, des projets de pistes cyclables. Des premiers projets qu'on a financés, c'était pour la communauté de communes du pays de Villars-Exelles, qui est en Haute-Saône, si ma mémoire est bonne, donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et là, en fait, on a fait un prêt de 600 000 € sur 25 ans, à taux indexé sur le livret A, qui consistait en fait, il y avait une piste cyclable qui existait déjà. Et en fait, en liaison avec la réalisation d'une nouvelle zone d'activité à Villars-Exelles, en fait, l'idée a été de relier deux points d'accès à cette piste cyclable existante. Et donc, la nouvelle piste cyclable qui a été réalisée, en fait, permet de relier deux tronçons de celle existante et de passer par cette nouvelle zone d'activité pour inciter notamment ceux qui vont travailler à prendre le vélo. Un deuxième projet, donc un prêt d'1 million d'euros pour la ville de La Ciotat, dans le Var, sur 15 ans à taux fixe. Et là, en fait, la ville de La Ciotat a voulu transformer l'ancienne ligne ferroviaire en voie réservée aux circulations douces. Une première tranche avait été réalisée de 2 km 200 qui desservait la plupart des équipements publics de la ville, ainsi que le centre-ville. Et on a financé donc la réalisation d'une seconde tranche de 2 km qui va permettre d'assurer la continuité de cette première tranche jusqu'à la gare SNCF. Enfin, pour terminer, un dernier projet pour la ville de Meaux, donc une ville plus importante en Île-de-France, à près de 333 000 € sur 20 ans. Et là, on a financé plus globalement le plan vélo 2020 de la ville, qui comprenait la réalisation d'une piste cyclable d'1,3 km entre deux quartiers prioritaires de la ville, Dunant et Beauval, et afin de connecter les aménagements cyclables existants les uns aux autres. Également la création de zone 30, donc, qui favorise aussi la pratique du vélo dans un quartier du centre-ville, avec 2 itinéraires jalonnés entre le cœur de ville et le musée de la Grande Guerre de Meaux. La mise en place aussi d'une 60aine d'arceaux vélos à proximité des écoles qui n'en étaient pas encore dotées, et puis des travaux d'enfouissement de réseau préalables à la réalisation d'une autre piste cyclable. Voilà. Je vais céder la parole à Brice Lenné sur l'offre investisseur de la Banque des Territoires. Donc, je laisse la parole à Émile, qui travaille donc en charge du plan vélo régional, qui travaille donc à la région Île-de-France. Présenter le plan vélo de la région Île-de-France. Donc peut-être me présenter en 2 mots. Donc Émile Brunkel, je travaille à la direction des transports de la région. Un mot aussi sur le contexte en Île-de-France, juste pour préciser qu'il y a deux organes qui agissent à l'échelle régionale pour le vélo en Île-de-France, donc la région Île-de-France en tant que financier, qui est l'autorité organisatrice des transports et de la mobilité, qui s'occupe plus spécifiquement d'autres sujets, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Effectivement, avant de rentrer dans le détail du dispositif de financement, peut-être revenir sur le contexte et le contexte qui nous a conduit à adopter ce plan vélo et ses caractéristiques. Donc c'est un diagnostic du vélo en Île-de-France qui part d'un peu de 2 paradoxes. Le premier, c'est que finalement en Île-de-France, on a relativement peu de déplacements à vélo. C'est 2% de part modale, donc c'est relativement faible, considérant le potentiel, puisque effectivement il y a un potentiel de déplacement à vélo qui est très important, puisqu'en Île-de-France, on a 2/3 des déplacements qui font moins de 3 km et je crois 3 quarts qui font moins de 5 km. Voilà, donc il y a un potentiel de développement très important qui a été évalué par la DRIEA, donc l'État régional, à 5 millions de déplacements quotidiens, considérant qu'on est aujourd'hui entre 800 000 et 1 million par jour. Voilà, un potentiel de multiplication par 5, donc quelque chose d'assez encourageant. Et l'autre paradoxe, c'est que finalement, on a quand même beaucoup d'aménagements cyclables en Île-de-France. On en a quasiment 6000 km. C'est ce qu'on voit sur la carte à droite ici. Mais en même temps,
ces aménagements sont relativement peu continus, il y a beaucoup de discontinuité et voilà, c'est aussi un des principaux freins à la pratique en Île-de-France. Donc, sur la base de ces constats, le plan vélo qui a été adopté en 2017, il cible en priorité les déplacements utilitaires, donc les déplacements domicile-travail et domicile-études. Il y a un focus aussi important sur l'intermodalité, notamment pour toute l'Île-de-France qui est hors zone dense, où le rabattement vers les gares est un aspect très important pour développer le vélo, puisqu'en Île-de-France, il y a, je crois, plus de 90% de la population qui est à moins de 3 km d'une gare. Donc, on s'appuie aussi beaucoup sur le réseau ferré. Et puis, un troisième axe qui est de recréer des continuités cyclables, donc de combler les trous entre les aménagements cyclables qu'on peut voir sur la carte ici. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Donc, à partir de là, pour recréer ces continuités, l'objectif du plan vélo de la région et un peu sa philosophie, c'est de passer d'une logique de guichet à une logique plutôt de territoire. Et donc, concrètement, on demande aux collectivités territoriales qui nous sollicitent, si elles veulent des aides à un taux plus intéressant, de se doter d'un schéma cyclable qui décrit un peu la stratégie de la collectivité pour développer le vélo. Donc, ce qu'on demande, c'est que le schéma cyclable porte sur à la fois le volet infrastructure, bien sûr, donc les aménagements cyclables, pistes, bandes et autres, mais également sur les autres aspects nécessaires pour développer le vélo, pour créer vraiment un écosystème en faveur du vélo. Et à ce titre-là, j'ai mis ici l'histogramme, donc c'est les contributions des franciliens pour l'élaboration du plan vélo régional. Donc on a élaboré un questionnaire quand on a élaboré en 2017 ce plan vélo, et on voit que les besoins des franciliens, ils sont alors il y a la majorité des franciliens qui citent en premier les infrastructures, donc effectivement c'est quand même un aspect extrêmement important. Mais on a aussi le stationnement cyclable en gare et pas que, les services aux cyclistes. Il y a des choses qui sont citées comme l'embarquement des vélos dans le train, la réparation, la location, etc. Donc l'idée, c'est de considérer un petit peu tous ces besoins et de voir comment on y répond. Voilà, et puis ce qu'on demande également, c'est que ce schéma cyclable soit décliné en plan d'action sur lequel la collectivité s'engage, ce qui nous permet de voir un peu année par année comment est-ce qu'elle a prévu de décliner sa politique cyclable. Et donc, je vous ai mis ici le schéma stratégique de 2 mots. Donc, c'est drôle puisque c'est aussi l'exemple qui a été cité précédemment, où effectivement, ils ont fait un travail assez complet sur tous les aspects d'une politique vélo. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Et donc, très concrètement, donc ici le tableau avec les différents taux de financement et les plafonds de dépenses subventionnables en fonction des différents projets. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les infrastructures, donc pour les aménagements, le taux de financement est de 25% sans schéma stratégique et plan triennal, comme je l'ai évoqué avant, et il monte à 50% avec ces documents-là. Et pour les autres aspects, donc les zones apaisées, le jalonnement, le stationnement, les services, etc., le schéma stratégique et le plan triennal sont un prérequis en fait pour solliciter l'aide de la région. Voilà, il y a un mot également sur la convergence entre l'action de la région et Île-de-France Mobilité. C'est pas exactement la même structure, même si on est un peu cousins on est un petit peu cousins, mais Île-de-France Mobilité, de son côté, déploie des actions complémentaires donc pour des services, donc à la fois des parkings sécurisés à proximité des gares pour favoriser l'intermodalité, et puis un service de location de vélos à assistance électrique en longue durée, Véligo Location, avec déjà 15 000 vélos qui ont été déployés depuis un petit peu plus d'un an. Et également depuis un an, une aide à l'achat de vélos à assistance électrique qui a maintenant été complétée par des aides pour les vélos cargo, les vélos pliants et les vélos adaptés. Voilà, peut-être la slide suivante. Et donc,
petit bilan de ce plan vélo donc depuis 2016. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y a eu il a fallu que ce plan vélo il monte un peu en puissance, puisque au départ, comme on demandait des choses quand même relativement conséquentes pour les schémas stratégiques et les plans triennaux, il y a eu toutes les collectivités en Île-de-France n'étaient pas forcément dotées de ces schémas, donc il a fallu les élaborer. Et puis on a vu que finalement ça a pris, et petit à petit, de plus en plus de collectivités se sont dotées de ces schémas. Et donc on a un budget qui a augmenté régulièrement chaque année pour atteindre, je crois, 25 millions d'euros cette année. Et donc c'est en tout 96 millions qui ont été investis au titre du plan vélo régional depuis 2016, donc proche d'un objectif de 100 millions qu'on s'était fixé. Et donc concrètement, ça représente 291 opérations soutenues depuis 2016. Ensuite, un tableau pour montrer un petit peu ce que ça représente en termes de linéaire et d'impact sur le réseau cyclable en Île-de-France. Donc on voit qu'effectivement, année après année, il y a de plus en plus d'aménagements en site propre qui sont financés. Donc ça témoigne un peu d'une dynamique favorable pour le vélo en Île-de-France. Avec un point un peu particulier en 2020, puisque on a financé finalement relativement peu d'aménagements, par rapport aux années précédentes, d'aménagements cyclables en site propre en définitif, mais 160 km quand même d'aménagements cyclables provisoires. Donc c'était un peu le gros sujet sur les pistes cyclables en Île-de-France en 2020, et donc ça a permis finalement de déployer un réseau vraiment très rapidement. Et sur les zones partagées, donc zone 30, zone de rencontre, voilà, c'est relativement équilibré. Il y a beaucoup de linéaires qui a été créé en 2017-2018. C'est lié à la généralisation des zones 30 à Paris qui a représenté beaucoup de linéaires. Voilà, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Et donc au-delà du plan vélo régional et du dispositif de soutien classique, il y a le projet de RER vélo, donc, qui est un projet imaginé par un collectif d'associations, le collectif Vélo Île-de-France, qui regroupe quasiment une quarantaine d'associations cyclistes franciliennes. Et donc c'est un projet qui consiste à créer des véritables lignes de transport cyclable, un peu sur le modèle des lignes de RER, avec des principes de sécurité, de confort, de continuité, efficacité, lisibilité sur ce réseau. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler un réseau cyclable à haut niveau de service. Et donc la région s'est engagée à financer 60% du coût du projet, donc jusqu'à 300 millions d'euros d'un projet qui a été estimé grossièrement à ce stade à 500 millions d'euros. Et donc un dispositif de soutien spécifique a été approuvé en mai 2020. Alors la grosse difficulté sur ce projet, l'enjeu principal, c'est celui de la gouvernance, puisque la région n'est que financeur finalement des aménagements cyclables et n'est pas maître d'ouvrage. Et donc c'était la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer une homogénéité, une continuité et à créer de vrais itinéraires sans avoir la maîtrise d'ouvrage de ces projets-là. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on avance là-dessus? Alors, on monte des comités d'axes qui regroupent sur chaque ligne tous les maîtres d'ouvrage qui sont identifiés et qui auront vocation à construire tel ou tel tronçon de ce projet. Et donc ces comités permettent comme ça petit à petit de définir dans un premier temps le tracé de ces lignes et ensuite les caractéristiques précises, donc l'insertion des aménagements cyclables et exactement comment est-ce que ça va fonctionner. Donc c'est un chantier en cours et c'était l'idée de ne pas financer comme ça au cas par cas des petits bouts d'aménagement, mais vraiment de mettre le paquet pour créer un vrai réseau structurant en Île-de-France. Et donc pour assurer l'homogénéité des aménagements du RER vélo, il y a un cahier des charges techniques qui est en cours de réalisation, donc en partenariat avec le CEREMA qui édicte des recommandations à l'échelle nationale pour les aménagements cyclables. Et donc
Ce cahier des charges est en cours de rédaction. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des aménagements cyclables qualitatifs et vraiment structurants et plus confortables que les recommandations classiques pour les aménagements cyclables par le CEREMA. Voilà, et peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Et donc, pour finir, une petite ouverture sur les pistes cyclables provisoires qui ont été mises en place en Île-de-France en 2020, et pas que en Île-de-France d'ailleurs. Pour dire que le réseau RER Vélo a donc servi de support en quelque sorte pour la mise en place de ces pistes provisoires. Parce que le réseau avait été dessiné par les associations et repris par la région. Et donc, au moment du déconfinement, on s'est servi de ce réseau-là pour mettre en place là où c'était nécessaire et là où il fallait créer des continuités pour faire vraiment un réseau. C'est là qu'ont été créées les pistes provisoires. Donc, elles ont permis aussi de préfigurer en quelque sorte plusieurs itinéraires du RER vélo, ce qui est aussi intéressant pour la suite. Et donc, la région a adapté son plan vélo pour financer ces pistes provisoires et encourager à leur mise en place, donc à 60% sur les itinéraires du RER vélo et puis de 25 à 50% en dehors selon les règles du dispositif de soutien classique. Et donc ici, je vous ai mis la carte d'une plateforme qui est sortie à l'occasion et qui permettait de suivre comme ça l'évolution de ce réseau de pistes provisoires. Voilà, je crois que c'est la fin. N'hésitez pas si vous avez des... Mes collègues vous ont présenté la partie offre ingénierie et offre de prêt, je crois. Et moi, je vais vous parler de la partie investissement pour ces projets. Et en ce sens, il y a un prérequis qui est important pour nous, que ce soit d'ailleurs pour tout projet et mode d'accompagnement. Il est important que les collectivités aient pu faire les études préalables nécessaires qui sont liées à l'aménagement de leur territoire, pour des villes d'ailleurs qui ne sont pas forcément là. On a vu Paris juste à l'instant, mais pour des villes qui ne sont pas forcément les métropoles et qui peuvent être des villes moyennes, qui ont besoin aussi de ce service, de cette mobilité douce dans leur territoire et du caractère multimodal, donc ce que j'appelle la continuité de mobilité dans les territoires. Donc, premier élément, c'est avoir réfléchi au niveau politique ce que l'on veut mettre en place comme service. Service, je dis bien multimodal, avec cette continuité, cette logique de continuité de la mobilité qui évolue par rapport au territoire, par rapport à la réalité de chaque territoire, par rapport à ses besoins de ses concitoyens, et puis qui se traduit par une étude d'aménagement sur le périmètre que l'on souhaite voir évoluer, modifier en intégrant ici aujourd'hui l'aménagement urbain avec des pistes cyclables. Est-ce que, Jonathan, on peut arriver justement à ma slide suivante? Merci. Qui est une solution, un outil, mode de dévolution qui nous semble intéressant pour la réalisation de ces pistes cyclables, qui s'inscrit d'ailleurs dans une rénovation qui peut être parfois plus large que uniquement autour de la piste cyclable, et souvent d'ailleurs c'est impactant avec la chaussée, les trottoirs et la chaussée voirie urbaine hein, pour les voitures et les bus. On s'aperçoit que ces modifications-là ne se font pas sans intégrer les autres flux modaux dont je parlais. Et je reprends l'outil ici, à titre d'exemple, qui a été mis en place sur le Plessis-Robinson dans le 92 et qui est réfléchi par plusieurs communautés d'agglos ou communes dans les territoires. Ça va d'ailleurs jusqu'à Cayenne, qui réfléchit, lui, à un projet un peu global sur l'ensemble de sa ville pour la réfection
des trottoirs et la gestion en coordination de l'ensemble de ces fluides et infrastructures de réseau enterrées en dessous, avec en plus, bien sûr, les logiques d'aménagement en surface, que ce soit au niveau des candélabres, donc de l'électricité, de l'éclairage, de la signalétique, et toute installation liée aux besoins de communication et de sécurité sur ces trottoirs et au bord de ces chaussées. On appréhende le projet de manière globale et on imagine pour ce faire d'avoir une coordination efficace et entière dans cet esprit de rénovation ou d'aménagement et puis après d'entretien. Et l'outil qui nous semble intéressant pour ce faire est le marché de partenariat. C'est un outil que vous connaissez et qu'on a connu sous forme de différentes déclinaisons, qui est aujourd'hui inscrit dans le Code des marchés publics et marché de partenariat à proprement parler, qui permet de réaliser l'effort de financement et de transformation de manière effective de l'ensemble de l'infrastructure. L'opérateur privé va prendre en charge la réalisation et la maintenance sur le long terme pour entretenir cette infrastructure et permettre au fil de l'eau ces évolutions possibles, ce qui est important par exemple sur le plan vélo, pour des espaces réservés de stationnement en livraison et aussi donc des espaces réservés pour les vélos éventuellement qui pourraient être des vélos d'autopartage, de mise à disposition. Donc je dis bien qui pensent bien sûr la voie cyclable, mais aussi l'ensemble des véhicules qui vont utiliser cette voie cyclable. Et les autres besoins qui vont croiser ces flux-là. C'est pour nous l'exemple même de réussite d'un tel contrat qui force l'opérateur privé sur la base d'un cahier des charges qui a été bien défini suite à une étude d'aménagement, comme je l'ai mentionné, qui va pouvoir réaliser l'objet et être responsable de toute la coordination des travaux et avec les différents intervenants tout au long de la construction, mais après tout au long de cette gestion et de cet entretien de ce patrimoine sur le temps long. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter cet exemple aujourd'hui qui nous semble adapté aussi pour les voies cyclables. Nous avons, comme vous voyez sur cette slide, quand même un critère de taille. Ces projets-là nécessitent une certaine rentabilité économique au sens large du terme et pour ce faire, représenter un certain volume d'investissement et de travaux minimum pour que ça soit viable de s'organiser pour ce faire. Et quand je dis s'organiser, c'est que vous, ordonnateur public, vous devez avoir une équipe un peu chef de projet qui a préparé en amont ce contrat, ce marché, et qui s'est doté de conseils, on l'a dit, sur l'aménagement et au niveau technique, cahier des charges, mais aussi juridique et financier, pour choisir l'opérateur privé et l'opérateur privé qui actionnera la mise en place du contrat au travers d'une société de portage, une société ad hoc, qui va porter l'ensemble des responsabilités du contrat sur le plan technique, juridique et financier. La Caisse de dépôt, d'ailleurs, s'inscrit comme partenaire de ce futur opérateur. Donc, on est partenaire investisseur de ces projets. Et dans le cas qui nous est présenté, nous pouvons être, la loi l'autorise, être versé au dossier, au cahier des charges, comme organisme public, cofinanceur, futur cofinanceur du projet. C'est un premier schéma que l'on apprécie bien, ça nous permet de prendre connaissance du dossier et de sa préparation auprès de la personne publique et d'envisager sereinement une convergence
qui est importante entre l'ordonnateur public et le futur opérateur privé au sens large que nous rejoindrons autour de table de l'investissement. Et nous resterons, comme acteurs au long terme que nous sommes, accompagnants dans la gestion et dans le suivi de ce projet tout au long de sa vie, de manière très longue. Ça c'est un schéma de notre intervention qui est possible. On peut aussi, si on n'est pas versé au dossier, comme vous nous avez vu le faire, rentrer dans un consortium qui va répondre à l'appel d'offres de ces marchés de partenariat. C'est un objet pour nous efficace, rentable, qui permet d'étaler l'effort de l'investissement sur le long terme pour la collectivité, qui permet aussi de décaler les loyers demandés post-réalisation, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une période de grâce pendant 2 ans, par exemple, de réalisation des travaux, ou 3 ans, selon, entre 1, 2 ou 3 ans, cette période de grâce pendant laquelle c'est nous qui portons les efforts de financement et d'investissement. C'est un objet qui permet de réaliser la transformation de manière très rapide et efficace. On a vu dans beaucoup de villes, et vous savez, l'écueil des équipes, c'est d'assurer le travail de coordination avec les fournisseurs de réseau, donc les opérateurs de réseau, et puis de se coordonner avec les différentes parties prenantes pour la réalisation des travaux. Et c'est très compliqué. Et souvent, il y a ce qu'on appelle les effets de frottement, avec des surcoûts inévitables récurrents, et puis une dérive du planning de réalisation, avec en plus l'insatisfaction des riverains quant à des nuisances qui semblent être pas toujours bien maîtrisées. L'exemple du Plessis-Robinson est d'autant plus frappant, c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion complète, non seulement de l'équipe de la municipalité dans le projet, mais une satisfaction quant à la réalisation du projet et dans l'accompagnement, renforcée par la satisfaction des riverains. C'est-à-dire qu'il y a eu un exercice de communication pour dire zone par zone, avec un plan affiché à la mairie et affiché dans différents bâtiments dépendants de la mairie, dans les quartiers, expliquant le phasage des travaux auxquels l'opérateur privé s'est tenu. Et ça a permis de réduire les impacts et les nuisances pour les riverains qui ont été très satisfaits de la réalisation, de la fluidité de réalisation pendant les travaux et après dans la gestion au fur et à mesure de ce contrat. Et effectivement, la gestion des équipes de l'ordonnateur de la mairie continue après la signature du contrat, c'est-à-dire qu'il y a un suivi du contrat pour s'assurer qu'il est bien fait selon les attendus, et ça tout au long des années. Donc on garde une équipe projet light mais effective tout au long des années, et on s'assure que les contrats sont bien tenus. Sinon, il y a les mécanismes de pénalité qui sont les éléments de performance qui sont appliqués en connaissance de cause à l'opérateur privé. C'est vraiment, ça a été la réussite en ce sens, c'est aussi cette coordination avec les fournisseurs de réseau, non seulement pendant la phase de réalisation des travaux, mais après quand ils ont des besoins d'intervention dans le temps pour revenir sur l'infrastructure, qui vont abîmer, qui vont réfectionner, il y a de facto la coordination et le suivi de la bonne marche des travaux par cet opérateur, en transparence avec l'équipe de suivi de la collectivité. C'est vraiment les mécanismes fondamentaux qui font adage et qui font que cette solution et ce marché pour la réalisation et la transformation de la voirie prennent de plus en plus d'importance ou sont considérés comme une solution vraiment prégnante, utile dans cette transformation rapide que l'on veut avoir des infrastructures. Il y avait un autre slide derrière
je crois. Sur ce slide-là, on décrit justement ce que je viens d'énumérer, c'est les ingrédients de la réussite de ce marché pour la collectivité, c'est sur la colonne de gauche, et puis les modalités d'intervention dont je vous ai parlé aussi, qui sont là sur la colonne de droite. J'ai parlé effectivement de position en tant qu'investisseur pendant le projet et pendant la vie du projet, mais c'est vrai que peut-être en faisant de la redite par rapport à mes collègues sur l'ingénierie, nous pouvons intervenir en amont et participer au cofinancement des études et de la mission d'AMO pour la collectivité, notamment quand on est versé au dossier comme organisme public futur financeur. Voilà. Et puis, mon autre collègue ici présent vous le confirmera, on peut aussi, la Caisse des dépôts Banque des territoires peut aussi participer sous forme de prêt, sous fonds d'épargne, pour financer une partie de la réalisation de cet ouvrage. Voilà, donc c'est les éléments principaux que je voulais vous donner autour de cet objet-là. Sur le slide suivant, je te remercie Jonathan, je voulais vous dire que bien sûr notre mission et nos équipes dans la direction d'investissement vont bien au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a investi non seulement dans des projets, on a financé et investi des projets, mais aussi des entreprises pour les aider et pour nous assurer de la transition écologique et environnementale. Donc, financer et investir dans des entreprises avec ces nouvelles mobilités. Donc, on accompagne, et vous le voyez ici, dans cette colonne centrale que j'ai appelée automoto vélo partage, parce que oui, c'est différents moyens de transport dans le partage qui nous permettent d'accompagner les transformations de la société avec le multi-usage, la multimodalité, comme on l'appelle, dans les territoires. C'est-à-dire qu'une même personne dans une journée peut passer d'un vélo à, bien sûr, un tramway s'il existe ou un métro. Il peut passer effectivement d'une voiture louée à des bus ou des trains en arrivant aux gares. Et c'est pour ça que dans notre doctrine, nous avons confirmé notre volonté d'accompagner ces transformations et d'investir dans des nouveaux services. Vous les voyez ici, Greenon étant une société donc, de vélo-mobilité qui nous permet de déployer dans le territoire des solutions en mode doux, de transport en mode doux, comme celui du vélo. Voilà, je suis à votre disposition pour toute autre question et échange de compréhension sur nos modèles d'intervention et sur la solution du marché de partenariat pour la transformation de l'infrastructure et la réalisation des voiries de manière effective. Je vous remercie et je vous écoute pour les questions éventuelles. Merci beaucoup, Brice, pour ton intervention. Madame Torienne a déjà répondu à certaines. Si ça ne vous dérange pas, je vais les reprendre à haute voix. Comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. La réponse. Antoine, M. Coué, demandait quelle limite de taille pour les communes et les intercos pouvant profiter du dispositif. Donc, on parlait du tout premier dispositif qui a été présenté. Et la réponse, donc, peut-être que je vous laisse... Oui, ouais. Je vais mettre ma vidéo. Alors oui, pour le premier dispositif que j'ai appelé ingénierie territoriale, disons classique, il n'y a pas de limite a priori de taille de PCI ou de commune vraiment prédéterminée. On raisonne plutôt en fonction des caractéristiques, enfin clairement des fragilités géographiques ou démographiques d'un territoire qui peuvent amener de la complexité et qui peuvent nous amener à considérer qu'il est peu doté en ingénierie. Voilà, ça va plutôt être cela la porte d'entrée en fait. Parce qu'on peut avoir un territoire qui compte beaucoup d'habitants, par exemple 100 000 habitants, mais répartis sur un très grand nombre de communes. Donc on a une faible densité, c'est un facteur de complexité, c'est donc plus difficile d'avoir une ingénierie en interne et de conduire des études. Donc là, on va considérer que ça justifie un appui. Mais il y a d'autres exemples possibles en fait.
le mieux, en fait, c'est de prendre contact toujours avec votre interlocuteur Banque des territoires de proximité qui saura nous remonter les questions. Parfait, merci. Jonathan, tu veux reprendre le relais sur... Oui, si vous voulez. Donc là, on est bien donc sur la deuxième question. Alors, excusez-moi, j'étais un peu perdu avec les onglets. C'est bien ça, la deuxième question de Sylvie Rognon, c'est ça? Non, non, j'étais repartie sur celles qui sont déjà résolues. Quelques-unes ont eu des réponses par écrit, donc c'est dans l'onglet, mais celles qui sont ouvertes n'ont pas encore eu de réponse. Ok, donc on peut commencer par la question de Babette, si vous voulez. Donc peut-être l'avez-vous précisé, et dans ce cas, je m'en excuse. Pour pouvoir bénéficier du MobiPré, faut-il être AOM? Alors, je vais répondre, bien évidemment. Oui, il faut être AOM, ou alors, comme je le disais, on peut financer aussi les subventions apportées à un projet. Donc, tout type de collectivité subventionnant un projet et n'étant pas l'AOM directement peut également en bénéficier. J'en profite pour dire que, en revanche, les subventions ne sont pas éligibles au taux fixe. La Banque européenne d'investissement finance des projets, non pas des subventions apportées au projet. Mais peut-être que la personne qui a posé la question a un cas précis qui serait peut-être intéressant de développer. À ce moment-là, on peut proposer à Madame Massinon si elle veut prendre la parole et activer son micro. Elle peut lever la main ou en tout cas le commenter quelque part et je pourrais lui donner accès et comme ça, elle pourra peut-être nous exposer plus en détail ces questions. Tac. Alors, normalement, Madame Massinon, vous avez accès à la parole. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. En fait, je n'avais pas spécialement de cas précis en tête, mais c'est en fait notre communauté de communes est engagée dans un schéma directeur cyclable et se pose la question, bien évidemment, de prendre la compétence AOM ou pas. Et donc, je posais cette question pour avoir tous les éléments à disposition pour faire un choix éclairé. Donc, voilà. D'accord, donc je vais répondre à votre question. Oui, merci beaucoup. Si je ne m'abuse, on avait une question aussi relative à cette prise de compétence. C'était Madame Osachi qui demandait si, du coup, après le 31 mars 2021, pour les EPCI n'ayant pas choisi de prendre la compétence AOM, les aides en ingénierie territoriale seraient-elles encore accessibles? Oui, alors c'est plus évident d'accompagner une intercommunalité qui est compétente, qui est AOM. Toutefois, ce n'est pas complètement fermé, parce on regardera les compétences que l'EPCI détient, qui sont connexes, je pense, sans mystère, hein, à l'aménagement et à la voirie, et qui permettent d'intervenir. Et pour des projets de mobilité inclusive, on peut aussi regarder si l'EPCI détient des compétences sociales. Merci pour cette précision. Peut-être la question de Madame Rognon, du coup. Donc, Oui. Comment comptez-vous traiter la non-exhaustivité des informations de la plateforme Aide Territoire dans la mesure où les informations dépendent de la volonté des financeurs et des porteurs de prestations d'ingénierie? Alors, Ouais. je prends la réponse, Jonathan, si tu veux. Bien sûr, ouais. Merci Madame Rognon pour cette question. Alors effectivement, hein, c'est tout le travail de déploiement qu'on est en train de mettre en place. Voilà, en mettant en place des partenariats avec les porteurs d'aide. Donc la Banque des territoires aujourd'hui nous diffuse toutes ces aides. On a l'ADEME qui diffuse toutes ces aides et on fait ce travail vraiment au niveau national avec tous les grands porteurs d'aide, donc les ministères, les opérateurs.
des structures comme la Banque Postale. Et en fait, ce qui est intéressant sur le territoire, c'est qu'à la fois, on peut récupérer des données de manière automatisée. Et en 2021, on va mettre ça en place avec les régions. Hein. L'idéal, ce serait de récupérer toutes les aides des régions directement sur la plateforme Aide Territoire et de d'autres opérateurs également. Mais voilà, le pendant, c'est la possibilité de pouvoir alimenter Aide Territoire de manière manuelle. Et on est en train de mettre en place une communauté d'animateurs locaux Aide Territoire. Donc, dans chaque département, on aura au moins un animateur local Aide Territoire qui sera là pour aller voir tous les porteurs locaux, les parcs naturels, les PETR, voilà, toutes les collectivités pour alimenter la plateforme avec les aides. Et le positionnement qu'on est en train de prendre en se plaçant un peu comme la plateforme qui permet de diffuser les aides du plan de relance, les aides du programme Petite Ville de demain ou d'Action Cœur de Ville, nous permet aussi d'être connus à la fois des porteurs et des porteurs d'aide et des porteurs de projets. Et donc, voilà, on compte vraiment sur ce cercle vertueux pour aller vers l'exhaustivité. On sait que ce sera compliqué forcément parce qu'il y a beaucoup de porteurs, mais finalement plus on est connu et utilisé, plus les porteurs d'aide et porteurs de projets voudront utiliser Aide Territoire. Et on est aussi une plateforme assez intéressante, enfin ça c'est vraiment le retour des utilisateurs pour les petits porteurs d'aide qui n'ont pas forcément moyen de communiquer facilement sur leur dispositif. Voilà, en intégrant Aide Territoire, ça leur permet de toucher tout de suite un public assez large et des bénéficiaires qu'ils n'auraient pas forcément contactés autrement. Et sur la mobilité, en tout cas, on a déjà un travail qui est très exhaustif. Voilà, depuis quasiment un an, Jonathan est allé voir énormément de porteurs d'aide. Hein. La communauté France Mobilité est déjà assez territorialisée, régionalisée. On a des cellules d'animation dans chaque région. Donc voilà, sur la mobilité, on a déjà un bon niveau d'exhaustivité. On n'est pas complet, mais il y a déjà énormément d'aide sur la cartographie. Merci beaucoup, Élise, pour ta réponse. Je pense que c'est assez complet. On peut passer sans doute à la question de Virginie Vallée-Segaud, du coup, qui demande, donc notre office de tourisme a en projet de proposer la location de VAE sur notre territoire. Existe-t-il des subventions spécifiques ou bien faut-il que notre intercommunalité soit porteuse de projets? Qui souhaite répondre? En fait, je pense que c'est un bon exemple. L'office de tourisme peut justement se rendre sur la plateforme Aide Territoire pour voir dans sa région ce qui existe en fait. Je ne sais pas de quelle région est la personne qui a rédigé la question, mais voilà, ça peut être un bon cas pratique. Tout à fait, exactement. Et donc, avec la recherche textuelle, avec les mots-clés, on peut tout à fait trouver déjà des projets qui peuvent aller dans ce sens. Et puis, avec aussi le filtre qui permet d'identifier le périmètre des aides, on peut trouver, je pense, des subventions spécifiques. Et puis c'est l'occasion aussi, peut-être si la subvention ne vous est pas directement accessible, de voir s'il n'y a pas des partenaires avec qui travailler pour avoir la subvention. Tout à l'heure, j'étais sur Aide Territoire et je regardais justement les aides potentielles en matière de vélo à assistance électrique. En Occitanie, on a une aide de la région Occitanie, mais qui est destinée aux parcs naturels régionaux, par exemple. Donc voilà, il y a aussi un jeu un peu de partenariat, voir comment travailler avec les autres acteurs de terrain pour mettre en place ces dispositifs. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des questions, si je ne me trompe pas. Alors, il y a Madame Vallée-Segaud qui précise qu'elle est des Vosges et il me semble qu'il reste une question de Madame Aubertin qui nous dit juste « et pour des pistes cyclables intercommunautaires ». Je ne sais pas si Madame Aubertin peut nous mettre un peu plus de contexte à ça. C'était au sujet de la question précédente, sans doute. Existe-t-il des subventions spécifiques? Sans doute. Oui, je pense que la question est résolue du coup, a priori. Okay. Très bien. Très bien, ok. Est-ce que vous avez peut-être encore des questions? C'est le moment. N'hésitez pas, il nous reste un tout petit peu de temps, je ne sais pas.
On vous laisse éventuellement 1 minute. Et peut-être aussi... Ok, très bien. Quelqu'un peut-être veut conclure. Je ne sais pas si, Élise, tu veux dire peut-être un petit mot de fin, éventuellement. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc voilà, le mot de la fin, ça va plutôt être les perspectives pour 2021. Voilà, on ne va pas refermer, mais plutôt ouvrir les échanges. Donc nous, sur Aide Territoire, là, notre objectif, c'est, voilà, je vous le disais un peu en intro, mais de travailler sur une clarification de toutes les aides européennes. Dans les questions résolues, il y avait des questions sur quelles aides européennes pour soutenir les aménagements cyclables. Donc on va vraiment travailler avec Région de France, avec les différents programmes, avec la Commission, pour clarifier l'information sur les aides européennes. Je sais que c'est une demande importante. C'est le bon moment puisqu'on va ouvrir un nouveau programme pluriannuel d'aide européenne. Donc voilà, on va y travailler et on va essayer de rendre les choses plus claires pour vous. On va également essayer d'améliorer la recherche. Voilà, on se rend compte que ce n'est pas forcément évident d'aller sur Aide Territoire, de taper les différents mots-clés. Donc, on va encore travailler pour que le parcours sur le site soit plus facile pour vous, plus simple. Et une des choses qu'on a à cœur, alors ça va faire partie des expérimentations, mais c'est essayer d'aller vers ce qui pourrait être un mode projet, voilà, pouvoir rentrer sur Aide Territoire avec mon projet, c'est d'acquérir des vélos à assistance électrique pour mon office de tourisme et voir comment on pourrait ressortir les différentes informations. Donc on a pas mal de pistes aussi, tout ce qui est mis en place de communautés, éventuellement d'échanges entre pairs autour de ces sujets de financement. Donc voilà, différentes pistes qu'on est en train d'étudier et qu'on espère mettre en place très vite en 2021 avec l'appui de nos partenaires et puis avec votre appui à vous, utilisateurs, puisque c'est vos retours qui nous font progresser chaque jour. Merci. Jonathan. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Élise. Et je précise, oui, la présentation sera disponible. Et si je ne me trompe pas, Amandine, on peut la télécharger sur la fiche de l'événement, c'est ça? Tout à fait, oui. Sur la fiche de l'événement, il y aura la vidéo en replay. Vous aurez aussi le PowerPoint. Donc, vous aurez toutes les informations. Et j'en profite effectivement, si vous avez besoin d'autres financements, Aide des Territoires a également fait pas mal de webconférences. Donc, au moindre doute, les replays sont aussi disponibles. Et si je ne m'abuse, il y en a une prochainement l'année prochaine sur les financements européens, justement, non? Oui, ça sera la deuxième, deuxième édition, en fait, puisqu'on a eu un webinaire la semaine dernière qui a été très sollicité, voilà, sur les financements européens. Et il y a eu tellement de succès qu'on va reproduire avec des choses peut-être un peu plus ciblées, justement. En janvier, on aura un webinaire sur les financements de la relance, sur France Relance. Génial. Mais je mettrai le lien également dans le replay, comme ça tout le monde pourra y accéder. Ok, merci beaucoup. Et puis voilà, je remercie aussi la Banque des Territoires qui est un des partenaires d'Aide Territoire, voilà, l'ADEME aussi, et puis toutes les régions, tous les opérateurs qui nous font confiance et avec qui on travaille pour diffuser les offres et mieux accompagner les collectivités. Merci Élise de nous avoir donné cette tribune aujourd'hui à moi et mes collègues, et nous restons bien sûr en contact des territoires en permanence, à votre disposition pour échanger sur les solutions